Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches lignes et améliorer vos performances, vous présente le Tout Éco. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 8e numéro de Tout Éco, le magazine économique grand format de Télé Nantes en partenariat avec Audencia, l'école de management qui nous accueille dans ses locaux nantais. Chaque mois, dans Tout Éco, nous explorons les grands mouvements de fond qui agitent nos entreprises, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fera demain. Nous allons cette fois nous intéresser à des événements qui animent nos soirées d'été, qui nous font danser, chanter, boire, parfois même camper. Non, on ne va pas parler des barbecue parties, mais des festivals de musique et de leur économie. La commune nous aidera tous les ans. Ça sera toujours à peu près 1 500 €, ça ne bougera pas beaucoup. Hein. Mais c'est pas grave, à nous de bouger le popotin pour aller voir plus de partenaires locaux, pour avoir plus d'argent et puis pour avoir plus d'artistes qui est connu, qui nous ramènera plus de public et on fera plus de bénéfices et on pourra investir de plus en plus. C'est un roulement. C'est le roulement de l'argent là pour l'instant. C'est une des possibilités maintenant, le mécénat, oui. Et moi qui ai l'habitude de discuter avec énormément de collègues qui ont eux aussi des gros festivals dans leur région, sont tous partis sur ce modèle. Les vieilles charrues font de même, les Eurokéennes font de même. Voilà, c'est un nouveau casier de financement possible. Entre l'Hellfest à Clisson qui accueille 150 000 spectateurs sur 3 jours et le Festival des Couche-Tard à Saint-Joachim, 1 millier d'entrées sur 2 jours, on peut dire que c'est le grand écart. Mais pour chacun de ces événements, les objectifs restent les mêmes. Trouver le bon modèle économique et boucler son budget. À l'heure de la baisse des subventions publiques, les festivals sont-ils des manifestations fragiles? Quelles sont les nouvelles pistes de financement pour les pérenniser? Sans oublier bien sûr la musique, le contenu même des festivals. Quelle programmation artistique défendre et à quel prix? Voici toutes les questions soulevées par ce Tout Éco. On va en débattre avec nos invités dans quelques instants. Mais avant cela, retour sur quelques actus économiques du mois de mai. Voici 2 pépites du web nantais qui avancent désormais main dans la main. iAdvise, le spécialiste de la relation client en ligne, a racheté Bringer, le conseiller en e-réputation. Les 2 startups évoquent une alliance logique et une offre complémentaire. Montant de la transaction, on parle de 700 000 €. Le 18 mai dernier, le ministre de l'économie était à Nantes pour lancer officiellement la phase 2 de la nouvelle France industrielle. À la suite des 34 plans d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron veut lui aussi réindustrialiser le pays et met sur la table 3,4 milliards d'euros de financement. L'État se dit prêt à aider les entreprises qui prennent des risques, investissent et jouent le jeu du dialogue social. Exemple avec l'usine d'Aer à Saint-Aignan de Grandlieu, l'équipementier aéronautique présenté comme le bon élève de l'industrie du futur. On n'aurait pas fait ces investissements, l'emploi ne serait plus en France, il ne serait plus à Nantes. Il serait quelque part en pays dit à bas coût de main-d'œuvre, parce que la compétitivité, si ce n'est que sur du manuel, on n'est pas aujourd'hui compétitif par rapport aux pays du Maghreb, aux pays d'Asie. Nantes, capitale mondiale pendant 2 jours des EMR, les énergies marines renouvelables. C'était la 4e édition de TETIS, la convention internationale du secteur. La France a pris du retard par rapport à ses voisins européens. Les premiers parcs éoliens ne surgiront pas de l'eau avant 2018-2020. En attendant, il faut aller gagner des parts de marché à l'étranger. L'usine Alstom de Montoire de Bretagne, encore en rodage, produit ses premières éoliennes pour le Danemark et les États-Unis. Et puis ensuite, il va falloir qu'on continue à travailler commercialement pour voir si on est capable de remplir la période entre la fin de ces projets-là et puis le début des premiers champs français avec EDF. Les nouvelles couleurs des bateaux nantais, la compagnie de bateaux-restaurants voyait sa fréquentation baisser depuis quelques années. Elle vient d'opérer un gros lifting, un coup de jeune de 500 000 € mené par le groupe rennais Convivio, qui a repris le gouvernail de la flotte nantaise en 2014. Objectif, passer de 75 000 à 100 000 clients d'ici 5 ans. Et pour compléter cette revue d'actu, on a appris aujourd'hui que le parc animalier Planète Sauvage à Saint-Père-en-Retz changeait de main. La compagnie des Alpes l'a cédé au groupe Looping qui veut renforcer sa position de le leader sur le marché des parcs d'attractions régionaux.
Planète Sauvage a reçu en 2014 plus de 260 000 personnes. C'est l'un des sites touristiques payants les plus visités en Pays de la Loire. Alors d'autres événements attirent énormément de public dans la région. Je veux parler bien sûr des festivals de musique. On va s'intéresser dans cette émission à leur économie avec nos invités. Je reçois Carole Lerendu, enseignante chercheuse en ressources humaines à l'école Audencia. Vianney Marzin est avec nous également, directeur du pôle régional des musiques actuelles en Pays de la Loire. Enfin, Gérald Chabot, tout nouveau directeur du Festival des Escales à Saint-Nazaire. Et puis, comme à chaque numéro, nous aurons tout à l'heure notre grand témoin qui va nous rejoindre. Nous serons heureux d'accueillir Frédéric Jouette, le directeur général d'Exponente. Il sera l'observateur privilégié de nos échanges et donnera son point de vue, son éclairage en fin d'émission. Il est au maquillage. Je vous propose de commencer avec une carte, une carte évolutive qui recense tous les festivals, toutes les associations, manifestations culturelles supprimées ou annulées depuis mars 2014. On est aujourd'hui à près de 200 manifestations annulées ou supprimées, 4 en Loire-Atlantique, on va le voir sur une carte de la région, de cette carte crise, notamment le festival de musique de chambre Consonance à Saint-Nazaire qui a été supprimé, et le festival de musique du monde Europhonique à Nantes. Alors parmi les explications de ces annulations, de ces suppressions, les restrictions budgétaires du côté des collectivités locales ou régionales, elles-mêmes impactées par la baisse des dotations de l'État, qui sont, la question s'adresse à tous, mais qui sont les premières victimes de ce climat d'austérité ? Qui sont les premières victimes ? C'est difficile à dire. C'est vrai que le contexte des collectivités n'est pas simple et que les élus, et ils ont été élus pour ça, sont là pour faire certains choix avec leurs propres critères. Il est vrai qu'ensuite, il nous appartient à nous, organisateurs d'événements, d'arriver à opérer avec ces changements-là. C'est plutôt les petites structures qui sont concernées ou ça touche vraiment tout le monde ? Ça préoccupe toutes les tailles de festivals ? Je pense que les festivals, en effet, il y en a de toutes tailles et c'est compliqué de comparer des festivals qui sont avec des budgets de plusieurs millions d'euros avec des festivals qui sont à des budgets de 100 000 euros et qui sont faits essentiellement par des militants. Donc en effet, c'est plutôt ceux qui sont de taille, on va dire, moyenne et qui bénéficient quand même d'argent public, ce qui n'est pas le cas de tous les festivals, loin de là. Carole Lerendu, sur cet aspect-là des choses, sur justement le constat actuel, le contexte. Effectivement, sont plus fragilisés probablement la catégorie intermédiaire que Vianney évoquait, puisqu'on a une spécificité de catégorie intermédiaire qui est en autofinancement pour moitié, et puis qui dépend aussi des subventions. Je dirais qu'à la limite, quand on passe au modèle supérieur en termes de budget, on est sur de l'autofinancement beaucoup plus important, qui fragilise un petit peu moins par rapport à ces difficultés de financement public. Comment ça se passe chez vous, aux Escales, à Saint-Nazaire ? Quelle est la part des subventions publiques ? Alors, c'est déjà la première chose en arrivant, c'était de constater que tous les partenaires publics étaient présents au rendez-vous malgré les difficultés qu'on vient d'évoquer. La deuxième chose, il y a quand même eu une baisse. Disons que cette baisse-là correspond dans mon esprit un peu à l'effort général que tous doivent peut-être faire dans cette période. Maintenant, si les baisses continuaient à se prolonger dans les années à venir, il est clair que ça viendrait impacter le festival et de manière très négative. Qu'est-ce que vous leur dites alors pour essayer de les convaincre et de maintenir leur niveau de subvention ? On parle de projets artistiques, on parle aussi d'attractivité du territoire, du dynamisme, c'est-à-dire de l'image qu'un festival donne de son territoire. Ça, c'est très important, il ne faut jamais l'oublier. De la qualité qu'on essaye de mettre aussi dans nos propositions. Et puis, c'est aussi de l'emploi, il ne faut pas l'oublier. Il y a de l'emploi à l'année dans les festivals. Il y a aussi de l'emploi généré pendant la durée du festival, en amont et en aval. Et même s'il y a beaucoup de bénévolat, il y a quand même aussi beaucoup de salariat et que ça viendrait impacter ce côté-là. On y reviendra tout à l'heure. La part publique dans votre budget, c'est quoi ? La part du public dans le budget, on s'autofinance à plus de 60%.
Donc le reste, c'est les Le reste, ça va être la billetterie, ça va être les recettes annexes de bars, de restauration, etc. D'accord. Et les subventions proprement dites, c'est quoi, 30%? Oui, c'est 30-40%. D'accord. On est dans le modèle type d'un festival classique. On est dans les chiffres moyens, en effet, de 30% de subventions, mais il faut toujours se méfier des moyennes avec les festivals. Je le dis, il y a vraiment plusieurs typologies de projets. Il y a des festivals vraiment très très importants au niveau du nombre de publics, et puis avec des budgets très importants. Et eux sont beaucoup plus indépendants souvent des financements publics, puisque finalement ceux-ci vont représenter quelques dizaines de pourcents, moins de 10% parfois. Et puis des festivals en effet qui vont être portés par la collectivité, qui va faire l'objet d'une stratégie d'une collectivité parce que ça augmente son attractivité, parce que ça a un impact local, parce que identitairement ça va être une stratégie pour la collectivité de montrer un certain dynamisme, une certaine proximité avec quelques valeurs qui peuvent être portées à travers ce festival. Combien de festivals de musique aujourd'hui en Pays de la Loire ? On comptabilise une centaine de festivals en Pays de la Loire depuis plusieurs années déjà. Et les chiffres qui ça ne bouge pas. C'est un chiffre qui n'augmente pas ? Il y a beaucoup de festivals qui disparaissent tous les ans et qui apparaissent tous les ans. En fait, la moyenne de vie d'un festival, c'est quelques années, c'est 5, 6, 7 ans. En fait, il y a quelques festivals qui existent depuis plusieurs dizaines d'années, mais la plupart des festivals n'existent pas malheureusement plus d'une dizaine d'années. Il y a de la place pour de nouveaux projets ? Et par contre, il y a toujours de la place pour de nouveaux projets. Et là, par exemple, le Dub Camp Festival bientôt aura lieu dans la région nantaise. Et c'est un projet qui est jeune. C'est au Pèlerin, je crois, non ? Voilà, c'est ça. Mmh. Et qui du coup montre un dynamisme important et une qualité importante. Alors, pour mieux comprendre le financement d'un festival, nous sommes tout simplement allés en voir un. Il s'agit du festival des Couche-Tard à Saint-Joachim, en Brière. C'était les 15 et 16 mai dernier, 3e édition. Un petit festival, 1 millier de spectateurs sur 2 jours, un petit budget aussi, mais beaucoup d'enthousiasme et de bonne volonté. Le reportage d'Élodie Pépin. Dans la petite commune de Saint-Joachim, au cœur du parc naturel de la Brière, c'est le moment du dernier brief. On fait une feuille par stand, un planning, ça c'est la billetterie. Et chaque personne choisit ses heures par rapport à sa pause ou le moment de travailler pour garder un groupe. Dans moins de 2 heures, 500 spectateurs sont attendus ici pour la 3e édition du Festival des Couche-Tard. Un festival à petit budget, 25 500 €, dont seulement 6% de subventions versées par la mairie. Cette année, Jackie, le fondateur, en avait demandé davantage, mais il a obtenu à peine 50 € en plus. On avait demandé un peu plus parce que le budget artistique cette année, il a été augmenté de 1 000 € par rapport à l'année dernière. Donc ça fait pour nous, c'est pas assez, mais on ne peut pas leur demander parce qu'il y a beaucoup d'associations et la mairie donne et partage aussi par rapport aux associations. 1 550 € donc cette année versés par la mairie contre 1 500 en 2014. Autant dire une bouchée de pain. Alors ici, c'est avant tout le festival de la débrouille. Toutes les économies sont bonnes à prendre. Ce qui nous permet vraiment de fonctionner, c'est surtout les prêts de matériel. Parce que nous, on a beaucoup de matériel mis à disposition gratuitement par à la fois la mairie, les autres associations et les autres communes. Du coup, on se retrouve niveau matériel, on n'a pas vraiment beaucoup à louer. C'est beaucoup du prêt, c'est beaucoup basé sur la confiance, vu qu'on reste dans le local. Gilles, Gillian. En tout, le festival compte une 50aine de bénévoles, des bonnes âmes qui s'improvisent parfois laveurs d'urinoir, mais d'autres sont venus apporter leur vrai talent de cuisinière. Disons que j'ai grandi dans un restaurant qui faisait des crêpes et des galettes, donc ils avaient un petit problème l'année dernière, c'est qu'on n'était pas beaucoup. Et donc je me suis proposée pour cette année, on est un peu beaucoup là ce soir. La restauration et la buvette, c'est d'ailleurs les premières dépenses mais aussi recettes du festival. 5 000 € pour la nourriture et 8 500 € pour les boissons. Côté scène, les Couche-Tard misent sur une programmation 100% locale. L'avantage, c'est que les tarifs peuvent être facilement négociés à la baisse. Ce soir, le cachet un petit peu bas, disons qu'ils ont bien négocié. Et à la base, il était un petit peu plus élevé, mais ça va, c'est raisonnable, tout le monde s'en sort très bien. Et le principal, c'est qu'on arrive, nous, à se produire aussi sur des petits festivals comme ça, et des plus gros même, pourquoi pas. Autre ressource pour les Couche-Tard, la billetterie. 15 € pour les 2 soirs, de quoi renflouer les caisses sans faire fuir les spectateurs.
le prix, c'est parfait. C'est parfait, faut pas changer, vraiment pas, quoi. C'est très très raisonnable. Ah bah non, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'il y a vraiment beaucoup de groupes. Des fois, il y a des festivals où il n'y a que 3 groupes. Là, on est quand même assez fournis. Et après, sur place, c'est pas vraiment cher. Donc, non, je pense que c'est valable. Finalement, tout le monde y trouve son compte. Musiciens en quête de scène, bénévoles en demande de partage et entreprises en besoin de reconnaissance. Les Couche-Tard ont peut-être trouvé la bonne formule face à la baisse des subventions auxquelles sont confrontées les manifestations culturelles. Retour sur le plateau de Tout Écho, nous a rejoint Frédéric Jouette, notre grand témoin, directeur général d'Exponente, qui va écouter nos échanges autour de l'économie des festivals et apportera son regard en fin d'émission. On a vu donc ce reportage sur le Festival des Couche-Tard qui peut-être a trouvé la bonne formule, en tout cas des solutions pour continuer à exister. Le système D fonctionne à plein. Est-ce que c'est ça aujourd'hui encore, les festivals en 2015, de la débrouille, de l'enthousiasme et une remise en cause chaque année des bases financières? Alors, de la débrouille, de moins en moins quand même, puisqu'on a une professionnalisation qui s'est mise en place sur les festivals comme sur les lieux de musique actuels en général. Donc on a quand même des personnes qui arrivent avec une expertise, mais on a effectivement encore des festivals essentiellement portés par des bénévoles. Donc on peut avoir une catégorie de festivals dans la débrouille totale, mais qui vont aller chercher des expertises pointues parfois sur certains sujets, certains moments, certains temps du projet. C'est effectivement une des possibilités. Maintenant, on a quand même eu beaucoup de professionnalisation derrière ça. En fait, nous, nos études, enfin à travers le pôle musiques actuelles, on fait des études sur un certain nombre d'acteurs et on s'est rendu compte que les festivals, c'était l'expression la plus démocratique pour organiser des concerts. C'est-à-dire que c'est celle qui mobilise le plus de militants, de passionnés, de bénévoles autour de l'organisation du concert. Alors, il y a une équipe restreinte souvent qui, elle, est très professionnelle, se travaille avec des prestataires qui eux-mêmes sont très professionnels, mais en même temps, tout autour d'eux, il y a des centaines et des centaines parfois de bénévoles, parfois des milliers même pour certains d'entre eux, pour les plus gros, mais aucun n'existerait sans leurs bénévoles. Et au départ, tous les grands festivals ont commencé avec ce système, avec cette débrouille, non? Même le Hellfest, les Vieilles Charrues, tout ça, ça a commencé... La plupart, oui, on grandit année après année, donc il est assez rare. Il y a quelques exemples de festivals qui sont nés très importants, qui ont été conçus très importants dès le départ, mais derrière il y a une volonté, il y a une structuration qui demande du temps avant d'arriver. Mais en règle générale, après il n'y a pas de recette miracle. C'est-à-dire que chaque festival trouve son équilibre à travers son économie, son implantation, ce qu'il a envie de montrer et ce qu'il a envie de partager avec la population et ses bénévoles. Et dans les bénévoles, il y a aussi des compétences, c'est-à-dire des compétences en sécurité, des compétences sur certains points, et ce sont des bénévoles, mais qui apportent des vraies plus-values, et pas simplement une paire de bras, mais bien plus que ça. Quels métiers sont pérennisés? C'est combien de permanents un festival? Alors là, on va de 0 permanent sur un modèle où on a un président, un trésorier, un bureau qui font tout. Effectivement, vous parlez de président, de trésorier, c'est souvent... C'est l'association, un statut associatif dans la plupart des cas. Donc, dans la plupart des cas, c'est un statut associatif. On peut avoir un CA qui porte tout. 95% des associations. Donc de 0 à 1 à plus d'une vingtaine en équipe permanente, je pense, sur les grosses structures. Et puis, alors en termes de métier, on va avoir évidemment le métier cœur de métier, ça va être la programmation artistique, le programmateur, ensuite toute la production. On va avoir aussi tout ce qui est autour des médias, des relations médias internationaux, communication. On va avoir du community management sur les gros festivals. On va avoir après tout ce qui est attention aux artistes, running, etc. Et puis on a toute l'action culturelle pour certains gros festivals également. C'est un petit peu moins fréquent. Et de plus en plus des activités autour du merchandising, de tout ce qui est un petit peu qui accompagne en fait. Aux escales, combien de permanents? Alors on a de permanents strictement dédiés au festival. Il y en a 2, il y a un programmateur et un chargé de communication. Et après, comme les escales, c'est aussi une salle de concert qui est le VIP, donc il y a du temps partagé pour d'autres membres de l'équipe, comme moi, l'administratrice, le directeur technique, qui viennent évidemment compléter. Et puis ça, c'est les emplois permanents toute l'année, et à cela se rajoutent effectivement les emplois qu'on pourrait presque appeler saisonniers, puisqu'ils vont intervenir entre un mois avant le festival jusqu'à 15 jours après. Et les artistes.
Et les emplois artistiques. Et les intermittents du spectacle. Nombreux sur les manifestations. Vous allez parler de temps partagé. On peut peut-être parler de mutualisation, Carole Lerendu, avec vous. C'est peut-être une idée aussi qui émerge ici et là. Je ne sais pas si elle est très développée, mais de partager des compétences entre festivals. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Alors, ça existe, ça se développe depuis 7-8 ans. C'est donc un phénomène encore assez récent. On n'a effectivement pas parlé des techniciens non plus tout à l'heure. C'est un peu arrivé sur cette notion-là au départ. L'idée de ne payer que le juste temps dont j'ai besoin sur un festival, dans une combinatoire d'emploi où je peux m'associer avec une salle, avec d'autres lieux culturels sur un territoire, pour maintenir aussi la compétence sur le territoire, au prix le plus accessible pour le festival. Alors je précise qu'il ne s'agit pas d'une économie par rapport à l'emploi, puisqu'on va quand même payer un prix, je dirais, aligné sur des tas de textes qui régissent cela, mais par contre, on n'a que le temps dont on a réellement besoin. Donc c'est, dans les nouveaux modèles économiques, effectivement, quelque chose qui est en train de se développer et qui permet aussi de stabiliser des compétences, d'accéder à des expertises nouvelles, telles que la recherche de mécénat, de partenariats, le montage de projets européens, par exemple, qui suppose aussi des expertises très fortes. Et récemment également, depuis 4-5 ans, tout ce qui est autour du développement durable, où on peut mutualiser entre festivals un responsable de développement durable qui va être en charge de ces questions-là. Donc il ne travaillera pas pour une seule structure, pour un seul festival, mais pour plusieurs tout au long de l'année. Ça se passe comme ça. Vous confirmez, c'est une tendance aujourd'hui? C'est une tendance, c'est encore naissant, voilà, il faut être honnête, mais on sait qu'on va y aller de plus en plus, et là c'est sur de la mutualisation de compétences de personnes, c'est aussi de la mutualisation très certainement demain de plus que ça, peut-être de matériel. On a à peu près tous les festivals ont à peu près besoin des mêmes choses, de chapiteaux, de barrières, et peut-être qu'on peut aller plus loin dans la mutualisation, à la fois effectivement des compétences. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus simple, le matériel. C'est plus simple. Vous utilisez à peu près tous les mêmes choses. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'il faut, et puis c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec le pôle, mais c'est là où aussi il faut qu'on se rencontre et il faut qu'on partage ce genre de choses pour avancer. Parce que c'est une vraie piste à un moment donné, d'abord de se retrouver ensemble et de parler de ce que nous faisons, mais aussi d'économie. Forcément d'économie. Parlons un peu des artistes, hein, vous l'avez évoqué, Vianney-Marzin. Le cachet des artistes, il augmente depuis quelques années, en forte progression. Pour preuve, cette enquête menée entre 2008 et 2012 auprès d'une centaine de manifestations par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Et, cette enquête montre que les charges artistiques, qui représentent un tiers des charges, ont augmenté de 21%. Hein. C'est une réalité aujourd'hui, cette inflation du cachet des artistes? Il y a deux grandes logiques à ce qu'on pourrait taxer d'inflation. La première, c'est que les artistes ne vivent plus avec les revenus du disque, ils vivent avec les revenus des concerts, c'est-à-dire les concerts qu'ils font en tournée pendant l'année et les festivals. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu quand même ces dernières années une forte augmentation des festivals, donc une concurrence, et l'offre et la demande fait que les tarifs augmentent, puisque si les artistes sont plus demandés, ils peuvent aussi demander plus cher. Après, il faut toujours se méfier des moyennes, hein, mais c'est pas les cachets de tous les artistes qui augmentent, mais c'est quand même les cachets des artistes les plus connus, à forte notoriété. On l'a vu dans le reportage, l'artiste local a lui baissé son cachet pour pouvoir jouer. Donc ça concerne quoi, une frange minoritaire des artistes? On va dire qu'on est plutôt dans les têtes d'affiche. Les têtes d'affiche qui... Comment vous avez fait, vous, parce que le 7 et 8 août prochain aux Escales, vous allez avoir en tête d'affiche Yael Naïm et Caribbean Dundee avec Joey Star. Comment vous avez fait pour les attirer dans vos filets, ces stars? Il y a d'abord la reconnaissance de l'histoire du festival qui fait qu'on reçoit évidemment des propositions auxquelles on réfléchit. Et puis après, il y a des négociations puisque... Le tarif qui est demandé, c'est pas forcément celui qu'on peut proposer. Donc là, on négocie et puis ça rentre dans une enveloppe budgétaire, mais ça rentre dans une enveloppe budgétaire avec aussi un objectif de spectateurs à remplir. Donc il y a à la fois réfléchir sur combien est-ce qu'on peut donner à un artiste et combien est-ce que cet artiste, lui, peut générer de spectateurs ensuite sur le festival.
Et c'est des négociations en direct avec l'artiste ou avec ses représentants, ses managers? Non, on ne négocie jamais avec l'artiste. C'est peut-être mieux d'ailleurs. Non, on négocie toujours avec ses représentants, voire même pour les artistes étrangers, ce sont les représentants français de représentants étrangers. Donc il y a aussi des filtres. Et vous êtes prêt à aller jusqu'où pour obtenir tel ou tel artiste sur votre affiche? Il n'est pas question à un moment donné, d'abord parce que ce festival, il a une ligne artistique, il a une économie, et puis on a une volonté de proposer un tarif d'entrée qui soit le plus raisonnable possible. Donc on a clairement des limites. Quand cette limite est dépassée, eh bien on ne peut pas suivre et on dit non, tout simplement. Et après, le milieu professionnel sait où se situe chaque festival et dans quelle économie il opère. Il y a une bonne connaissance du modèle économique de chaque manifestation. C'est une réalité, ça fragilise d'autant plus les festivals, Carole Lerendu, cette course au cachet, entre guillemets. Si on écoute le co-directeur du Hellfest qui s'est exprimé dans un fanzine là-dessus, effectivement, il dit quand même qu'à un moment donné, pour arriver à capter un certain nombre d'artistes, on va faire attention aux aménagements, on va faire attention à la technique, on va quand même être dans des recherches d'équilibre qui donnent quand même la priorité, je dirais, au plateau artistique, et c'est toujours le cas quand même. Donc effectivement, ça peut à terme fragiliser et en tout cas, ça rentre vraiment dans les logiques de professionnalisation. Voilà, un festival installé depuis longtemps va prendre en compte ces éléments. Maintenant, quand on a des projets un petit peu plus récents, des personnes très, 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 très passionnées, bien qu'on ait toujours la passion après, mais on est peut-être plus dans cette connaissance, une recherche de rationalisation aussi de l'ensemble des frais, et parfois, sinon, ça peut être totalement exponentiel. Ouais. Une des pistes aussi pour peut-être équilibrer son financement, son budget, c'est augmenter le prix des billets. C'est une réalité, ça aussi. Cette même enquête dont je parlais tout à l'heure évoque une augmentation de 17% du prix moyen du billet dans les festivals. On est passé de 20 à 24 euros. C'est une réalité, ça aussi, Vianney Marzin. Oui, c'est une réalité, mais en même temps, c'est quand même au regard... Par exemple, on a fait une enquête sur les jeunes récemment. On a étudié 2000 jeunes qui ont accepté de répondre à nos questions. Et les festivals restent quand même un lieu privilégié de sortie pour les jeunes, et dont on sait que les jeunes, pourtant, n'ont pas forcément des revenus et les moyens exponentiels pour aller et acheter des billets, des tickets pour aller à des spectacles. Donc du coup, les festivals restent quand même une entrée très démocratique pour accéder à la culture. C'est pas forcément un frein. Le prix du billet, même à ces niveaux-là, ça peut être 24 euros, 25 euros, ça peut être un frein, mais au regard d'autres, les gens sortent pas pour des raisons uniquement culturelles, ils sortent pour une ambiance, pour sortir entre amis, et le festival correspond aussi à ces modes de consommation de la culture quelque part, et du coup, c'est pas forcément un frein. Et je pense juste une chose, sur les cachets, ce qui évolue aussi, c'est les attentes techniques des artistes à forte notoriété. Ce n'est pas juste le cachet des artistes qui augmente, mais c'est aussi l'exigence technique et tout ce qui, du coup, va impacter la lumière, le son, etc. On va avoir l'occasion d'y revenir sans doute dans la deuxième partie. Je remercie Carole Lerendu et Gérald Chabot de nous avoir accompagnés sur cette première partie. Tout de suite, après avoir écouté l'interview de Ben Barbeau, le directeur de festival, on va donc aborder cette deuxième partie avec nos autres invités. Je le disais, donc cette interview de Ben Barbeau, le directeur du Hellfest, le festival de musique métal à Clisson, 150 000 personnes sur 3 jours. Deuxième de France derrière les Vieilles Charrues, un budget colossal, 12 millions d'euros, je crois, en 2014. Alors, pas de sueur froide pour l'organisateur, tout est complet depuis plusieurs mois, mais malgré tout, il y a une recherche permanente de nouveaux financements. On l'écoute. Ce sont les festivaliers eux-mêmes qui acceptent de payer un certain prix, parce que je rappelle malgré tout que par contre, la contrepartie, c'est que le Hellfest est certainement le festival le plus cher de France. Mais voilà, on a la chance de s'adresser à un public de passionnés qui donc n'hésitent pas à payer un certain prix pour pouvoir avoir l'opportunité de voir de gros artistes sur leur affiche. Les partenaires privés, les sponsors privés, eux aussi, doivent faire face à un certain nombre de difficultés. Et on a plutôt tendance, effectivement, à voir un sponsoring privé en baisse qu'en hausse.
Alors nous, on travaille dessus depuis maintenant 5-6 ans. Un club des supporters a été monté. Un club des supporters où les entreprises locales essentiellement peuvent adhérer. C'est à peu près une centaine d'entreprises qui va de l'artisan jusqu'à quelques belles entreprises de plus de 100 salariés qui participent effectivement à ce club. Par exemple, une entreprise agroalimentaire va nous donner un certain nombre de produits pour nos restaurants, etc. Et en contrepartie, va pouvoir effectivement recevoir un crédit d'impôt de 60% sur cette donation. Quand on est arrivé à Clisson tout court, d'ailleurs, on faisait peur aux partenaires, on faisait peur aux entreprises, on faisait peur aussi aux Clissonnais, aux politiques, etc. Maintenant que le festival a acquis un certain nombre de lettres noblesse, entre guillemets, il est plus facile pour nous d'aller convaincre. Et aujourd'hui, ce festival, plus qu'un festival d'ailleurs de hard rock ou de métal à Clisson, c'est devenu effectivement une aventure humaine extraordinaire où les entreprises, même si elles ne sont pas forcément intéressées par le projet artistique que ça représente, sont intéressées par contre à être acteurs de cet événement qui est devenu un formidable lien social, entre guillemets. Retour sur le plateau de Tout Éco où l'on parle de l'économie des festivals et où nous ont rejoint nos invités pour cette deuxième partie. Yann Bramoulet en charge des partenariats et de la production pour le festival Couvre-feu. Simon Adjer, directeur de Pipo Productions. Vous accompagnez plusieurs artistes locaux comme Blue Mango, Alex Devray ou Isla également. Thierry Coquillet, vous êtes le directeur du pôle partenariat et mécénat au Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest. Et toujours avec nous, Vianney Marzin du pôle régional des musiques actuelles. Alors on l'a entendu, Ben Barbou, dans cette interview, a parlé du sponsoring, de mécénat. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des pistes sérieuses de financement pour les festivals ? Alors je peux commencer en tant que partenaire, et puis c'est aussi assez intéressant de commencer avec Hellfest, parce que c'est effectivement le plus gros festival que le Crédit Mutuel accompagne sur la région. Le mécénat, en ce qui nous concerne, en tout cas, c'est pas une piste que l'on a travaillée jusqu'à présent, parce que le Crédit Mutuel a des fondations qui œuvrent à destination des populations fragiles et qui déjà, par cet intermédiaire, fait le plein, je dirais, de l'avantage fiscal qui a été évoqué tout à l'heure, et des fondations qui œuvrent aussi dans le milieu médical. Vous êtes plutôt sur du sponsoring. Alors, en ce qui nous concerne, effectivement, alors sponsoring, c'est pareil. C'est un peu bizarre comme terme, parce que le sponsoring, on va plutôt nous partenariat, parce que le sponsoring, on va plus l'attacher à la partie sportive pour nous. Oui, c'est vraiment du partenariat. C'est du partenariat important. Chose. Pour nous, non, parce qu'on arrive à dans faire... la culture, donc... On a un partenariat différent avec la culture. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, des petits festivals qui étaient des festivals naissants, qui avaient des budgets très, très limités. Ce sont des festivals que nos caisses locales accompagnent sur le terrain, comme la fédération et comme le national peut accompagner les très très gros festivals. Et si on veut être assez exhaustif sur la région, le Crédit Mutuel a quand même 3 festivals importants qui ont des économies de fonctionnement différentes. Vous avez Hellfest, bien sûr, vous avez les escales, dont effectivement j'ai eu le plaisir de rencontrer à nouveau le directeur, et vous avez les rendez-vous de l'Erne. Et ce sont des économies différentes parce que les 2 premiers ont de la billetterie, et les rendez-vous de l'Erne n'en ont pas. Donc on parlait de la sensibilité que certains festivals pouvaient avoir à la diminution des subventions de collectivités locales. Là, on a vraiment 2 modèles différents, quoi. Vous parlez de quoi, de sponsors ou de partenaires, Yann Bramoulet, pour Couvre-feu? Indépendamment l'un ou l'autre, puisque du coup le sponsoring c'est le cadre légal, le partenariat c'est le nom qu'on donne aussi habituellement à ces accords-là. Après nous, mécénat, sponsoring, on fait les deux. En fait, on part en général de l'idée que l'entreprise potentiellement accompagnatrice du festival a de l'événement et de ce qu'elle a envie d'en faire à travers sa politique à elle. Et du coup, on choisit le cadre légal qui convient. Quand on rencontre une entreprise, on choisit après coup. C'est quoi la part des entreprises dans votre budget? Alors nous, le mécénat sponsoring, ça représente à peu près 7%. Donc voilà, sachant qu'on fait quand même beaucoup plus de sponsoring parce que parmi nos gros partenaires, il y a les propriétaires de marques de boissons notamment qui sont pour une grosse part et qui, du fait de leur activité, de la mise en avant de marques, passent par le sponsoring et pas par le mécénat. Mais du coup, ça représente 1,5% du budget à peu près le mécénat aujourd'hui sur le festival Couvre-feu. C'est en progression?
Oui. Ou vous cherchez, ou plutôt, est-ce que vous cherchez à augmenter cette part? On cherche à le développer parce que indéniablement, on sait que les financements publics n'iront pas à la hausse et sont plutôt en train de baisser. Donc forcément, on cherche d'autres pistes et les financements privés peuvent être une des solutions. Donc on essaie de les développer. Après, ils se développent, mais moins vite que toutes les augmentations annexes liées à tous les postes de dépenses d'un festival comme le nôtre. Donc, pourquoi? Parce que c'est difficile de convaincre ou de séduire des entreprises d'investir dans une manifestation telle qu'un festival de musique? Tous les événements ont plein de choses à offrir à des entreprises qui veulent s'investir sur un événement comme ça. Après, il faut trouver les bons projets pour les bonnes entreprises. Dans le bon cadre sur le festival, c'est toujours une rencontre, hein, c'est jamais automatique les partenariats, donc il faut qu'il y ait un événement, un projet qui convienne aux objectifs de l'entreprise et que le projet technique qu'on lui propose sur le site, les visibilités ou les projets à accompagner si on est sur du mécénat correspondent à sa volonté à un moment T. Donc, sur quels critères vous choisissez les festivals que vous allez accompagner? Alors, la porte d'entrée de la plupart des festivals, je tiens à le dire, c'est quand même la caisse locale. Il faut, parce que ce sont les élus, les salariés des caisses locales qui connaissent le territoire et ça permet déjà d'avoir une véritable connaissance du tissu social, économique et de la nécessité et de l'opportunité d'avoir un festival naissant sur une région ou un endroit. Donc ça, c'est la première chose. Première étape. Ensuite, l'importance. Alors, qu'est-ce qui nous fait choisir? Je crois qu'on a une volonté de ne pas être sectaire. D'ailleurs, quand j'ai cité ce que le Crédit Mutuel accompagne, vous voyez bien du national où vous avez un message sur le lac qui date de 2002. Mais l'organisateur, il doit venir avec... il doit venir quand même avec un certain nombre d'arguments. D'abord, effectivement, il faut... CV Non, alors, je crois qu'il faut avoir affaire, et ça, on le retrouve... 10 ans d'expérience derrière lui Non, je pense qu'il faut déjà avoir un projet qui soit porté par des gens motivés, passionnés, et ça, de toute façon, on le retrouve dans tous les festivals. Et bien entendu, il faut que le projet tienne la route, quoi. L'aspect budgétaire est important. On essaye de faire en sorte qu'il y ait à la fois le budget, mais il y a aussi l'animation territoriale, qu'il y ait un investissement des bénévoles, que ne soit pas forcément que... Souvent, le festival, c'est je dirais... quelque chose que vous voyez par rapport à une activité qui est annuelle. Vous avez beaucoup d'associations qui se font financer par leur festival, mais financent des activités annexes et qui intègrent effectivement beaucoup de bénévoles. Donc il y a cet aspect-là. Et puis sur le territoire, il y a le fait, effectivement, le disiez tout à l'heure, de fédérer un certain nombre d'entreprises qui vont y trouver un intérêt économique. Et on est, nous, effectivement, attentifs à tout ça. Voilà. Je viens vers vous, Simon Hadjer, alors vous n'êtes pas un partenaire en tant que tel, comme Monsieur Coquillier des festivals. Non, moi je finance pas les festivals. Voilà, vous ne financez pas les festivals. Vous, votre société Pipo Productions, vous accompagnez les artistes, vous les aidez à se faire connaître, à se produire, notamment auprès des festivals. En quelques mots, c'est quoi votre travail ? Alors notre travail et dans l'économie des festivals, il est assez particulier puisque moi je suis sur l'émergence artistique et on a beaucoup de structures dans la région à travailler sur ce qu'on a appelé les développeurs d'artistes et donc qui est d'accompagner la professionnalisation et la viabilité économique d'un projet artistique, donc de sa naissance à son développement professionnel et à ensuite la gestion de la carrière et notamment parce que la notoriété du groupe se fait et du coup de gérer au mieux les stratégies économiques et commerciales de ces projets. Et donc, quel est votre rôle auprès des festivals? Vous essayez de placer vos artistes? Exactement. Moi, on a un rôle on est force de proposition sur des projets qui sont émergents et du coup qu'il est important en fait les festivals ont un rôle à tenir qui selon moi actuellement n'est pas forcément le cas puisqu'ils sont soumis à des conditions économiques assez drastiques et comme on le disait tout à l'heure le nouveau directeur d'Escale en parlait aujourd'hui un cachet c'est combien je vais sortir tant pour un artiste donc voilà combien l'artiste va me faire vendre de billets clairement c'est ça moi aujourd'hui quand j'ai des programmateurs de festivals au téléphone et puisque je m'occupe aussi d'artistes qui ont un petit peu de notoriété
notoriété, souvent le programmateur va me dire, des fois de manière très crue, bon d'accord, mais combien ton artiste va me faire vendre de billets? Moi j'ai besoin de vendre 2000 billets. Est-ce que ton artiste va pouvoir me faire vendre 2000 billets? Donc là-dessus, des fois c'est un petit peu compliqué de discuter dans ma position. C'est un petit peu difficile d'apporter la garantie que mon artiste va lui faire vendre ses 2000 billets ou ses 5000 billets. Donc voilà, là, vous êtes prêt du coup à baisser le prix du cachet? Et pour moi, il y a vraiment quelque chose à structurer à ce niveau-là, au niveau des boîtes de production qui font à chaque fois de l'émergence et qui font aussi tourner des artistes de notoriété qui trouvent un équilibre là-dedans. Maintenant, effectivement, à l'heure actuelle, avec les données, c'est pas évident du tout. Yann Bramoulet, est-ce que les discussions avec les boîtes de production comme celle de Simon Adger sont parfois aussi crues que ça? Alors, pour être très honnête, c'est pas moi qui m'en occupe pour Couvre-feu, mais bon, je travaille dans le même bureau que celui qui s'en occupe, donc je sais comment ça se passe. Alors après, chaque festival va avoir, et chaque événement culturel d'ailleurs, va avoir sa politique au niveau de la découverte, des têtes d'affiche, tout ça. Ce nous, on a choisi de faire sur Couvre-feu, c'est d'avoir des locomotives dans notre programmation, des têtes d'affiche qui nous permettent derrière de proposer des artistes dont on sait pertinemment que l'apport en vente de billets qu'ils vont générer ne couvre pas le montant du cachet. Ça, on sait que ça existe. On sait qu'il y a des groupes qu'on programme. Pour l'édition 2015, effectivement, du 21 au 23 août à Corsay, les têtes d'affiche de La Soul et Chaka Ponk cette année. Et donc ça vous permet de faire venir des artistes beaucoup moins connus. Bien sûr. Et là, nous, c'est ce qu'on fait tous les ans. Et voilà, et nous, ça nous permet de faire de la découverte et d'assumer notre rôle de développeurs d'artistes aussi quelque part, en programmant des artistes qu'on ne pourrait pas présenter à autant de monde si on n'était pas dans le cadre d'un festival. Et je trouve ça important ce que tu viens de souligner, le rôle de développeur d'artistes aussi, puisque les festivals qui sont très présents sur le territoire français, et on a la chance d'avoir un territoire qui est force de proposition en matière culturelle, selon moi, il y a un rôle et c'est un vrai tremplin pour les artistes émergents. Exactement, parce que pour un groupe, jouer devant un public de 5000 personnes ou 10 000 personnes, pour un groupe émergent, c'est pas quelque chose qu'il a l'occasion de faire. Même vous parliez de merchandising et de l'économie parallèle qui est généré aussi par le festival, c'est très important. Et pour un groupe émergent, vendre un certain nombre de CD à la fin d'un concert, c'est aussi une garantie de pérenniser le projet artistique et de continuer à le développer. Et effectivement, pour moi, il y a vraiment un rôle du festival en France dans l'émergence artistique, qui aujourd'hui souffre d'un manque de structuration et d'un manque d'implication des différents acteurs. Effectivement, après les programmations, les directeurs, les programmateurs de festivals ont un rapport très différent à l'émergence. La grosse tendance, elle est quand même là, et qu'on n'a aucun problème à sortir 50 000 € pour un trio à grande notoriété, et que pour un quintet ou un sextet d'un groupe émergent, ça va être difficile de récolter 2 000 € qui parfois ne couvrent même pas la totalité des charges liées à la production du spectacle. Vous confirmez, Vianney Marzin? C'est difficile, c'est toujours difficile de faire des généralités. Après, moi, ce que je constate quand même, c'est que les festivals sont le lieu aussi de la découverte artistique, puisque justement, il y a des programmations qui sont concentrées sur quelques jours, et que du coup, sur toute une journée, on a à la fois des têtes d'affiche plutôt en fin de journée, et puis des groupes découvertes l'après-midi, et qu'on a aussi beaucoup de festivals qui sont très spécialisés sur certains types de musique, et que du coup, dans ces spécialisations, on a évidemment du coup de la découverte sur des groupes de niche très importants. Vous vous intéressez à la programmation artistique, Thierry Coquille, en tant que partenaire? Oui. Alors, on se refuse absolument à s'immiscer dans la programmation elle-même, mais on suit effectivement l'évolution, et on est parfois ravi, parfois un peu surpris quand vous avez un certain nombre d'années de partenariat avec des festivals, de voir comment la programmation évolue. Mais on en discute. Là, pour le jazz, il n'y a pas de problème. La musique est tellement ancienne et ancrée dans l'histoire mais il y a de l'évolution dans la musique de jazz. On suit ça de près. Et on est très attentif. Et je vous disais tout à l'heure que quand on choisit un festival, la thématique, l'esthétique musicale n'est pas forcément importante au départ. On s'y intéresse dans l'évolution. Et effectivement, nous, on constate cette évolution. On constate que certains festivals qui avaient une esthétique particulière, identitaire, forte, il y a quelques années,
du fait de l'évolution, s'oriente vers des programmations plus généralistes ou en tout cas arrive à avoir des programmations ou des têtes d'affiche qui sont plus fédératrices. Ce qui, pour un festival qui la plupart du temps a lieu l'été, puisque c'est le principe du festival, assure effectivement une rentabilité, en tout cas la venue d'un public. Et à côté de ça, vous avez tous ces groupes qui effectivement sont des groupes émergents. Et ce qui est intéressant pour le Crédit Mutuel, c'est aussi d'accompagner les structures qui assurent ces festivals-là sur des projets à l'année pour pouvoir accompagner l'émergence de groupes. Voilà. Et c'est pour ça que je vais vous parler de mécénat. On ne fait pas de vrai mécénat culturel, mais c'est quelque chose qu'on pourrait étudier à court terme. Oui. Oui. Sur des projets à l'année, c'est ce que vous faites, vous, à Couvre-feu. Il n'y a pas seulement que le festival en août, il y a des concerts, des soirées-concerts tout au long de l'année. Oui, tout à fait. En fait, l'association, elle a démarré par ça. Le festival, c'est un peu un accident dans l'histoire de l'asso. L'idée, au départ, c'était de... Un bel accident. Oui, un bel accident, on est d'accord. Mais c'était de développer la culture en milieu rural. Alors, 34 000 spectateurs l'année dernière. Voilà. On espère autant cette année. Et donc l'idée de base, c'était de développer la culture en milieu rural pour éviter d'avoir à aller consommer la culture entre guillemets à 40 km en mobilette quand on avait 16 ans dans le pays de Ré. C'était d'amener la culture là dans un territoire où culturellement il ne se passait pas grand-chose. Donc ça a commencé comme ça. Et maintenant il y a un festival, mais il y a toujours une saison culturelle toute l'année avec des dates de théâtre, de chansons, de concerts un peu divers et variés. Et dans différents lieux, on essaie d'occuper un peu le territoire. On gère aussi le quai vert à Frossay. Ça vous permet de ces manifestations tout au long de l'année vous permettent aussi de financer un peu le festival l'été ou Alors pas du c'est tout complètement tout le contraire. Le peu qu'on arrive à gagner sur le festival l'été, ça nous permet de faire des concerts qui sont souvent à perte pendant le reste de l'année sur le territoire. Où là, on assume un vrai rôle de développement culturel sur le territoire. On sait qu'il y a des dates, on sait quand elles seront complètes, on va perdre de l'argent. Et voilà, on le fait parce que l'idée, elle n'est pas dans la rentabilité économique, elle est dans l'animation du territoire. On va terminer cette deuxième partie. On va bientôt donner la parole au grand témoin. Juste une dernière question. Est-ce que vous, qui êtes acteur de cette filière culturelle et économique des festivals, est-ce que vous avez connaissance des retombées économiques apportées par ces manifestations sur un territoire ? Ça, je pense qu'il va y avoir une étude. J'ai entendu parler d'une étude qui allait être menée justement à ce niveau-là. Et quand vous lisez la presse, vous avez un rapport de 1 à 4, c'est-à-dire pour 1 euro investi, vous avez 4 euros normalement de retour. Ça, c'est ce que vous lisez dans la presse. Je crois qu'effectivement, ça dépend. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait comparer ce qui était comparable et que l'impact n'est pas le même partout. Je pense que et les partenaires auront de toute façon, eux, énormément de mal à pouvoir quantifier ça. Il y a des choses qui sont très faciles à calculer dans ce domaine-là, c'est les dépenses directes des événements en eux-mêmes. Nous, tous les ans, on épluche notre compta, on voit où sont implantées les entreprises avec qui on travaille directement. Et donc, on connaît assez précisément l'impact direct du festival sur l'économie locale. Voilà, on sait que nous, la moitié du budget est dépensé dans la région. C'est-à-dire la moitié d'un budget de presque 1 million d'euros est réinvesti directement dans l'économie locale par le festival. Après, ça ne compte pas, bien sûr, les dépenses induites des festivaliers. Merci beaucoup à nos invités pour avoir participé à ce Tout Éco. Je me tourne à présent vers le grand témoin, Frédéric Jouette, directeur général d'Exponente. Votre micro est allumé, a priori, donc tout va bien. Vous pilotez l'un des plus importants lieux d'accueil d'événements dans l'ouest de la France, le Parc des Expos de Nantes, faut-il le présenter. Combien d'événements chaque année ? Produits par nous, 13, accueillis 85-90 par an. Voilà, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas toujours organisateur, vous mettez aussi à disposition la structure pour d'autres organisateurs. Vous accueillez des salons professionnels, la foire internationale, mais aussi des manifestations sportives. Vous avez suivi nos échanges. Est-ce que vous sentez des ressemblances entre l'organisation d'un festival de musique et l'activité du Parc Expo ? Il y en a plein, et puis j'entends souvent le mot financement, partenariat, mécénat, sponsoring. Enfin, on a tous les mêmes problématiques. Il faut trouver de l'argent. Alors nous, on produit des salons sans subvention. C'est pas notre modèle économique. Par contre, on cherche des partenaires. J'entends aussi mutualisation. C'est ce qu'on est en train de faire, notamment avec les autres outils de la métropole,
avec le Zénith et la Cité des Congrès. On va mutualiser du matériel, parce qu'on a également des besoins, nous aussi, en caméra, etc. Et la Cité des Congrès, on a. Donc c'est en cours. C'est en cours, oui, tout à fait. D'accord. On va même plus loin, puisqu'il y a des ressources qui sont partagées, notamment sur le volet développement durable. Il y a une personne qui travaille chez nous depuis 2 ans et qui est sur certaines missions à la Cité des Congrès. Donc on a cette problématique d'essayer de trouver des économies un petit peu partout. Cette année, on lance deux nouveaux produits. Donc je connais bien la problématique de lancer un festival, puisqu'on fait un petit peu le même métier finalement. On donne du plaisir aux gens, on travaille pour l'attractivité du territoire, on fait la même chose. Ce qui m'inquiète un petit peu, en fait, c'est ce problème de financement qui peut gâcher des très beaux projets. Hélas, on est dans une société où il faut de l'argent partout. Moi, j'ai dans les cartons, l'équipe d'Exponente a de très beaux projets qu'on n'arrive pas à lancer. Manque de financement et manque de ressources humaines. Et je vois j'entendais que des festivals avaient disparu ou allaient disparaître. C'est bien dommage. Est-ce qu'on peut trouver un autre modèle économique pour que les festivals existent ? Je vois que chacun se pose la question comment aussi les rendre moins coûteux. Donc voilà, pour répondre à votre question, on a les mêmes problématiques et j'entends bien ce qui se dit. J'ai l'impression de l'entendre tous les jours chez moi. Comme vous parliez d'aller chercher de l'argent, c'est des projets qui ne sortent pas, c'est compliqué. Pourquoi ces projets ne sortent pas ? C'est uniquement un problème de financement. Nous, on est, comme je le disais, on est sans subvention. Donc nos seules recettes, c'est les mètres carrés loués, c'est la billetterie, éventuellement des produits dérivés. Et c'est évidemment donc le visiteur. Donc lancer un salon, je prends l'exemple d'un salon qu'on lance cette année qui va être passionnant, c'est le salon du drone. Au mois de septembre, on part de zéro. Donc on prend le risque financier entièrement Exponente et le seul à financer. On sait qu'un salon pour exister, c'est entre 4 et 5 ans pour qu'il existe et qu'il soit au moins à l'équilibre. Donc on prend ce risque parce qu'on y croit. On est un petit peu comme vous aussi. On a l'envie et la volonté, donc on y croit, on investit. On croise les doigts pour que ça marche. Nos concurrents, qui sont des gros parcs en France, nous regardent puisque l'objet drone intéresse beaucoup de monde. Donc on sait qu'on va être concurrencé rapidement par les gros groupes. Donc voilà, on prend tous les risques, mais quand on y croit, il faut y aller. Merci beaucoup Frédéric Jouette pour ces mots de la fin. C'est la fin de ce Tout Éco en partenariat avec Audencia. Merci à toute l'équipe en régie, Annabelle, Bertrand, Nicolas, Glenn est sur le plateau. Merci à Aurélie, Dany et Anaël. Tout Éco à retrouver sur notre antenne bien sûr et sur notre site telenantes.com et nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Nous nous retrouvons pour le prochain Tout Éco le 30 juin. Il va y avoir du sport à cette date-là. À bientôt sur Télénantes. Tout Éco vous a été présenté par Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches en ligne et améliorer vos performances.